Bienvenue, bienvenue dans votre émission Apprendre à vivre sur RTV. Apprendre à vivre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Rachid El-Monacefi de Stockholm, où il exerce comme psychocriminologue pour parler justement de lui, de son parcours et de sa compétence, de cette discipline. Rachid El-Monacefi, bonjour, vous m'entendez? Bonjour Nader, et merci pour l'invitation. Merci à l'équipe technique depuis Stockholm. Merci, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de vous être rendu disponible. Alors, tout d'abord, votre parcours, comment est-ce qu'on devient qui vous êtes, justement? On est qui on est, c'est pas qu'on devient, comment dire, parfois il y a des circonstances dans la vie qui font de nous, on devient ce qu'on devient. Si je parle de mon cas, comment dire, de mon parcours, je vais dire que je suis d'origine de Kenitra, de la ville de Kenitra, qui est à 30 minutes de Rabat, plus ou moins, capitale du Maroc. J'ai fait un bachelier en lettres et j'ai opté ensuite pour le droit en français à Rabat toujours. Master en business management, un autre master en criminologie, psychologie, puis PhD en criminologie aux États-Unis. Par après, j'ai travaillé dans un centre de crise et d'urgence pour toxicomanes. J'ai bossé pour le tribunal de Stockholm, le Parlement suédois, ministère de l'immigration et la direction générale de police. Alors, pourquoi la Suède, Rachid? À la Suède, comment dire, c'est venu un peu par hasard parce que quand je suis sorti du Maroc, je me suis dirigé au début vers une île qui s'appelle Ibiza, dans les îles Baléares, en Espagne. Et de là-bas, l'objectif, c'était de commencer mon aventure d'immigré ou l'aventure d'apprendre là-bas, et puis partir c'était plus ou moins vers les États-Unis ou au Canada au début. Avoir une base en Espagne, puis repartir. Et après, j'avais fait la connaissance d'une Suédoise là-bas qui a changé un peu mes idées en m'invitant d'aller vivre en Suède. Et c'est comme ça que je suis arrivé. Et après, je suis tombé amoureux de Stockholm ou de la Suède et j'y suis resté. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on devient criminologue? Comment on s'intéresse à la criminologie et qu'on devient un spécialiste de cette discipline? Comment on devient criminologue? Comme j'ai dit, parfois, on le devient pas. Si on veut parler de criminologue, pour devenir criminologue, vous devez suivre des études supérieures. Après avoir obtenu votre certificat d'enseignement secondaire supérieur, qui est je crois que chez vous, c'est le CESS, vous devrez réussir un bachelier d'une durée de 3 ans en sciences humaines, comme par exemple en psychologie, en sciences sociales ou même en communication. Ensuite, vous pouvez intégrer un master en criminologie pour une durée de 2 ans. Certaines universités proposent des masters spécialisants, comme par exemple un master en criminologie critique, en organisation criminelle ou encore en criminologie interpersonnelle. Et après, vous avez le PhD, le doctorat, et vous avez tout devant vous, quoi. D'accord. Alors ça, c'est un peu, on va dire, les diplômes. Mais ouais. Vous le savez comme moi, les diplômes, c'est très bien, il faut passer par là. Mais ça ne suffit pas. Quelles sont les qualités, selon vous, pour être un bon criminologue? Pour être un bon criminologue, c'est avoir un bon bagage de vie. Il faut avoir de bons bagages, quoi. Si vous n'avez pas un bon bagage de vie, vous ne pouvez pas devenir n'importe quoi. N'importe quel métier demande un bagage de vie. Donc, plus ou moins, si je réponds directement à votre question, un bon criminologue doit avoir de bonnes connaissances juridiques, un côté humain et une grande ouverture d'esprit. Le travail nous amène à côtoyer quotidiennement des gens qui ont parfois commis des choses atroces, et malgré tout, nous ne devons jamais perdre de vue qu'ils restent des êtres humains, quelle que soit la gravité de leurs actes. Donc, une personne qui peut lire entre les lignes et qui maîtrise l'art d'analyser le langage du corps, parce que la bouche, il sort.
Pourquoi psychocriminologue? Il y a le terme psycho avant. Donc, je vais utiliser plus ou moins pour mieux expliquer psychocriminologue, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, j'explique ou je donne une définition au nom. Comme ça, les gens vont comprendre. C'est rejoindre la psychologie et la criminologie dans la même personne. Ce n'est pas donné, mais c'est possible. Ce n'est pas impossible. Donc, c'est la branche de la psychologie légale qui emploie une approche psychologique, psychoanalytique et psychiatrique de la criminologie. Je m'explique. C'est-à-dire de l'étude scientifique des manifestations criminelles. Elle participe notamment au profilage, constitution du profil d'un criminel. Donc, on rejoint la psychologie et la criminologie pour réussir, on veut dire, les enquêtes, les recherches qu'on fait. Oui, il y a une très bonne série que je conseille sur une plateforme très connue qui s'appelle Mindhunter, où on voit comment, je crois que c'est dans les années 60, fin des années 60 ou tout début des années 70 ou fin des années 70, bref, où vous avez au FBI, donc aux États-Unis, il y a une cellule qui a été créée où il y a justement, c'est un peu les débuts de la psychocriminalité. C'est-à-dire qu'on va, c'est 3 personnes qui vont composer cette cellule et qui vont visiter les grands serial killers américains, hein, tous les grands meurtriers, etc., pour essayer, c'est la première fois que ça se fera aux États-Unis, pour essayer de comprendre quel a été leur cheminement psychologique pour arriver jusqu'à devenir ce qu'ils sont devenus, des tueurs en série, etc. etc. Et là, c'est une cellule qui, depuis maintenant, s'est développée dans le monde entier. Rachid Al-Monassifi, vous savez aujourd'hui comment pense un criminel? Comment est-ce qu'on devient criminel? Comment on devient criminel, comment il pense un criminel, c'est 2 choses, on va dire, qui sont différentes. Si on veut comprendre le criminel en général, il faut premièrement comprendre l'histoire du criminel. Et on n'a pas le droit de juger quelqu'un. Parce que quand le criminel a commis un fait ou un crime, parfois, lui, il se voit victime de la société, victime de la famille, victime de son entourage. Donc, il faut le comprendre avant de le juger. Et pour répondre directement à votre question, comment pense un criminel? Je dirais directement qu'il ne pense pas. Parce que s'il pensait, il ne va pas commettre le crime. S'il pensait, il ne va pas choisir le mauvais chemin. Et selon les différents auteurs de la personnalité des criminels, se caractériserait notamment par l'égocentrisme, l'agressivité, le besoin de domination, l'intolérance à la frustration, l'indifférence aux victimes ou encore la faiblesse du sens moral. J'espère que j'ai bien répondu là. Oui, d'accord, mais alors à ce moment-là, c'est vrai que j'aurais pu vous poser une question avant. Qu'est-ce que c'est qu'un crime? Quels sont les éléments constitutifs qui nous permettent de dire là, il y a crime? Un crime, ou le crime, c'est une infraction grave qui traduit un comportement antisocial très marqué. Ça veut dire que la personne ou une personne, ils commettent ou ils font un comportement qui n'est pas en relation avec le reste de la société et se situe au degré le plus haut dans l'échelle de gravité des infractions qui font l'objet d'une classification très partite, je crois que c'est le bon mot qu'il faut utiliser, le crime, le délit et la contravention. D'accord. Et quelle est la différence, parce que c'est vrai que le commun, enfin, les gens dans la grande majorité font pas toujours la différence entre un meurtrier et un assassin. Comment on les reconnaît? Qu'est-ce qui fait la différence? C'est une bonne question parce que parfois on donne le nom, on colle le mot meurtrier à tout le monde, on utilise surtout le mot assassin. Oui. Peu importe. Donc je vais l'expliquer un peu. Parmi les homicides volontaires, la loi distingue 2 cas. L'homicide volontaire n'a pas été prémédité, il s'agit d'un meurtre. L'homicide volontaire a été prémédité, il s'agit d'un assassinat prémédité.
signifie que l'action de tuer a été planifiée à l'avance et mûrement réfléchie par son auteur. C'est très simple. Et la réclusion criminelle, qu'est-ce que c'est? Ou l'emprisonnement, quelle est la différence entre les deux? Est-ce qu'il y en a une? La réclusion, ok, j'essaie de... Parce que ma tête, il travaille en suédois. J'essaie Parce de que c'est vrai que c'est des termes qu'on entend. Vous savez, il y a beaucoup d'émissions à la télévision que les gens regardent Ouais. sur des crimes, sur des enquêtes, etc., etc. Je sais que vous avez beaucoup participé à une émission de la sorte pour la télévision marocaine qui Ouais. avait eu un immense succès. Exactement. C'était Masalah al-Jarima. Comment on traduit ça en Scène de français? crime. Scène de crime. Scène de crime, justement. Ouais. Donc ça fait un grand succès. Et c'est vrai Ouais. que c'est des termes qu'on entend et parfois on a tendance à mélanger. Ouais. Donc la réclusion criminelle est l'appellation donnée à la peine privative de liberté en matière de crime. Ouais. L'emprisonnement est l'appellation donnée à la peine privative de la liberté en matière de délit. C'est l'explication la plus facile que je trouve. Hein. Alors, c'est vrai aussi que on peut se poser une question quand on est criminologue. Ouais. Est-ce que ça n'affecte pas votre vie privée? Est-ce que c'est facile d'avoir une vie complètement détachée de ce métier, en fait? Regarde, normalement, il ne faut jamais mélanger la vie professionnelle et la vie privée. C'est Ouais. un conseil que je donne à tout le monde. Quand tu vas sortir travailler, donc tu mets, on va dire, l'uniforme spirituel ou mental de ton métier. Et quand tu es en chemin vers la maison, essaye de faire un peu l'auto-hypnose, d'oublier. C'est bon, j'arrive à la maison, je suis une personne privée, comme tout le monde. Donc, il ne faut pas mélanger. Parce que sinon, bien sûr, ça va affecter. Et tout dépend où ce que tu travailles. Parce que le criminologue, il peut travailler dans plusieurs métiers ou dans plusieurs établissements. Donc, ça dépend D'accord. où tu travailles. Alors, une dernière question, Rachid El Monassefé, Ouais. et encore une fois, merci. Merci à vous. Selon vous, quelle est, j'ai envie de dire, la meilleure école, au sens, est-ce que c'est l'école américaine, l'école française, l'école marocaine, suédoise? Quelle est la meilleure? D'où tirez-vous les sources principales pour votre propre compétence continuellement? Est-ce qu'aujourd'hui, parce que tout à l'heure, je vous parlais du FBI, est-ce que c'est encore eux qui sont à la pointe ou est-ce que c'est d'autres gens qui les ont dépassés? Regarde, c'est pas seulement eux qui sont à la pointe, ce sont eux qui ont réussi à faire de la bonne communication. Par contre, il y a d'autres établissements, il y a d'autres gouvernements qui sont très, très développés dans le métier ou la matière de criminologie, mais ils ne parlent pas. Ouais. Et c'est ces gens-là qu'il faut apprendre des choses, parce que ceux qui parlent trop, ça reste des films, ça reste... D'accord. Alors, ça voudrait dire que les États-Unis, c'est surtout de la bonne communication. Yes. Mais ça ne veut pas dire que c'est les meilleurs. Non, absolument pas. On a beaucoup de bons criminologues, psychocriminologues, un peu partout dans le monde, mais ils sont calmes, tu vois, ils travaillent undercover. Ouais. Les BA, ils ont fait de la bonne communication, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont les bons. Mais si tu vas les joindre dans la vraie vie, c'est quelque chose d'autre. Moi, j'ai bossé avec eux, donc c'est pas ce qu'on voit dans les films. D'accord. Rachid El Monassefé, merci beaucoup. Merci à vous et bonne fin de journée. À bientôt et je vous dis pareillement, à bientôt pour un nouveau numéro d'Apprendre à vivre sur RTV.